Je vais essayer de parler un peu informel aujourd'hui. Quand je parle de Marius Barbeau, après 6 ans de travail sur Barbeau et qu'est-ce qu'il a fait, pour moi c'est un peu d'une histoire orale d'expliquer qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai arrivé à ce point dans mon travail sur une édition de son roman The Downfall of Tamlaham. Alors j'ai un grand texte écrit, mais je ne vais pas faire ça. Alors, c'est un peu de risque pour moi parce que j'ai jamais fait ça encore en français. Alors, on va voir comment ça se passe. Quand je parle de l'éthique dans l'enseignement de la littérature autochtone, je parle d'un moment particulier en la littérature canadienne. Je ne parle pas de la littérature qui était produite dans la fin du XXe siècle, par des écrivains qui ont publié leur propre travail pour avoir le texte lu par tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je regarde à un moment dans l'histoire canadienne, l'histoire moderniste canadienne en particulier, où les Autochtones ont devenu un objet de la recherche ethnographique, où leurs histoires étaient enregistrées, appropriées, et puis reconfigurées, reconstruites comme des histoires qui ont été utilisées comme une image de la nation, une image de la nation canadienne qui était construite autour de l'absence de l'Autochtone en Canada en particulier. Alors, ce n'est pas une voix autochtone positive, c'est souvent une image de l'effacement de l'Autochtone. À la même temps, ça utilise des histoires qui ont venu de ces communautés. Alors, je regarde en particulier à un texte écrit par Marius Barbeau. Est-ce que des personnes ici savent qui est Marius Barbeau? Non? Non. Une ethnologue très fameuse en Canada à la temps. Un des plus fameux, il était des amis avec Franz Boas, avec Edward Sapir. Il travaillait avec Edward Sapir. Il était reconnu tout autour du monde pour son travail sur les Autochtones en Canada, aussi pour la musique folklorique en Québec en particulier. Alors, il était né au Beauce, à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la Beauce, juste au sud du Québec. Il était un Rhodes Scholar. Alors, il est parti pour Oxford et aussi à la Sorbonne, où il travaillait avec Marcel Mauss durant les étés, quand il avait du temps. C'est important parce que tout ce que Marius Barbeau a appris sur les Autochtones est venu de Oxford. Il n'a jamais rencontré un Autochtone vraiment avant qu'il a commencé à écrire sur les Autochtones. Alors, son mémoire de thèse pour Oxford, c'était sur les totem poles de la côte ouest, nord-ouest du Canada. Mais il n'a jamais vu un totem pole avant qu'il ait écrit ça. Alors, son image venait d'une expérience où le moment de l'ethnographie était construit comme une discipline particulière. Avant le commencement du XXe siècle, il n'y avait pas vraiment une discipline de l'ethnographie. C'était une collection de professeurs qui travaillaient dans la littérature, sociologie, philosophie, des choses comme ça, les textes anciens. Mais l'étude des Autochtones, des humains dans l'ethnographie, Marius Barbeau était un des premiers. Alors, c'est une vision qui utilise une version de l'évolution qui était un peu, c'est pas exactement moderne. C'était vraiment raciste. C'était la primitif sur un côté, la civilisation sur l'autre côté. Et pour Barbeau, c'était son recherche, c'était de trouver la primitif. Alors, aller au Canada, aller à la côte nord-ouest, où il y avait des communautés autochtones qui étaient assez isolées, qui n'ont pas été touchées, ou supposément, ils n'étaient pas touchés par la civilisation, et étudier, enregistrer leur histoire,
essaie de faire des liens entre ces humains primitifs et la culture civilisée. Alors, ils ont parti pour la côte nord-ouest à peu près 1914. 3-4 ans après, il a commencé à travailler comme un ethnographe à the Geological Survey of Canada. C'était une des premières places où les ethnographes travaillaient en Canada. Il a étudié et enregistré pour la plupart toutes les histoires qu'il pouvait trouver dans les communautés Tsimshian. Alors, ça inclut le Gitxsan, le Wet'suwet'en, le Nisga'a. Sur la côte, il y a le Tsimshian proper. C'est une communauté sur la côte nord-ouest, sur le Skeena River. Par le temps qu'il arrivait, les Gitxsan déjà apportaient des vêtements qui venaient de l'ouest. Okay? Et je pense que tu as une question. Très rapide, c'est le nord-ouest du Québec ou le nord-ouest du Canada? Colombie-Britannique, qu'on appelle maintenant. Okay. Sur la côte, c'est assez proche de le commencement de Alaska, okay. Mais Alaska vient très sud, sur juste un petit aiguille de terre qui vient là. Alors c'est assez énorme, mais si tu regardes à la carte de Colombie-Britannique, c'est probablement dans le milieu de la province. Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas un primitif. Il n'y avait pas un autochtone primitif du tout. Il était désolé, il était complètement désolé qu'il ne pouvait pas trouver un objet de recherche où il pouvait regarder comme un sujet pour trouver un humain sans le, en anglais on dit tainted by civilisation. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait écrire d'une façon scientifique, il voulait écrire un texte qui donnait la vérité de qu'est-ce qu'il a vu, mais quand il ne pouvait pas faire ça, il a décidé de fictionnaliser le Gitxsan, d'écrire quelque chose, un roman où il pouvait encore utiliser le langage de la science, de la vérité, mais à la même fois montrer un primitif qui venait de son imagination, une imagination qui était dans ce sens de l'évolution entre la primitif et la civilisation. Alors ça c'est pourquoi The Downfall of Temlahum. The downfall, c'est l'absence, l'effacement de l'Autochtone en Canada. Et on peut voir qu'à la même temps qu'il travaillait comme un ethnographe, regardant à des communautés autochtones en Canada, Duncan Campbell Scott travaillait pour Canada comme un membre le gouvernement canadien pour la côte ouest en particulier, en formulant des lois contre le potlatch, contre le vent des totem poles, des choses comme ça. Alors, c'était un moment en Canada où les lois, le gouvernement a commencé à utiliser son pouvoir pour vraiment effacer l'Autochtone du Canada, pour construire des lois. Residential schools ont commencé à ce temps aussi. Alors, pour Barbeau, c'était vraiment un roman qui montrait pas la réalité de qu'est-ce qui arrivait en Canada pour les Autochtones, mais la réalité dans notre façon, son vision de qu'est-ce qui était important pour les Autochtones en Canada. Juste une question rapide, c'est quoi l'année où justement ça a été mis en place, cette espèce de mesure pour diminuer les Autochtones? C'est le commencement de le 20e siècle. Okay. Alors il y a différentes lois, en particulier le potlatch laws. C'était autour de les 14, je pense, mais aussi c'est devenu loi que les Autochtones ne pouvaient pas vendre leur propre culture, que Marius Barbeau pouvait aller acheter des objets,
mais que s'il y avait des autres personnes qui venaient d'autres parties de l'Amérique du Nord, pour des musées, des autres institutions, n'avaient pas le droit de vendre leur culture à des autres personnes. Ça devrait rester la propriété du Canada. Alors, et pour le residential school, je ne sais pas exactement la date, mais c'est autour le même temps là. Et certainement le commencement. L'édition de Downfall of Tamlin, la première édition, était publiée en 1928. Alors, c'était vraiment à 7 ans, ça a déjà commencé. Et le livre montre. C'est difficile de dire exactement qu'est-ce que ça montre. Une vision de l'Autochtone où le désir, c'est de devenir un blanc, vraiment. C'est de tourner d'un autochtone et devenir un homme blanc, l'homme civilisé. Alors, en 28, The Downfall of Tamlin est publié. Il y a 4 versions ici que je montre. C'est aussi important parce que, comme tu peux voir maintenant, ce n'est pas de la littérature autochtone, c'est une littérature écrite par Marius Barbeau, qui est un homme blanc qui venait de Québec, un ethnographe qui étudiait à Oxford. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que cette édition ici, la première édition, le texte matériel était construit par A.Y. Jackson, du groupe de 7. Tout le monde sait A.Y. Jackson? Oui. Et Thoreau MacDonald? Thoreau MacDonald a fait la couverture de le texte. A.Y. Jackson, il a fait tous les dessins pour des petits morceaux de papier qui étaient collés à la texte. Il a choisi le font, il a choisi le papier, il a fait tout le travail, le design de la texte proprement. Dans la texte, il y a 7 différents illustrateurs. A.Y. Jackson, Langdon Kin, Emily Carr est dans le texte, des illustrations. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est un groupe de personnes, un groupe d'artistes modernistes qui ont construit un objet moderniste proprement, qui était produit en Canada, qui était publié en Canada, qui était écrit par un homme canadien et qui était sur un thème canadien. Ça, c'est qu'est-ce que les comptes rendus disent, que c'était un produit canadien. Si tu achètes ce livre, tu devrais être fier d'être canadien. Tu es nationaliste. Tu as acheté un produit complètement construit par des Canadiens. Et c'était très beau. C'est un objet très, très beau. Avec les illustrations qui sont en couleur, c'était incroyable. C'était assez cher de faire ça à la temps en Canada. Alors, comme un objet, le texte est très important à la construction de l'identité canadienne moderniste. Toutes les images, toutes les illustrations qui étaient dans le texte étaient aussi dans une exposition Canadian West Coast Art, Native and Modern, qui était une des plus grandes expositions en Canada à la temps. Le Group of Seven, Emily Carr, et aussi des masques, des totems. C'était Toronto, Ottawa, et ça est venu ici, je pense, à Montréal très, très vite. Mais c'était une grande exposition qui était aussi dans la même, utilisée par la même façon. Cette idée qu'il y avait une arrière-passé dans le Canada, les Autochtones, qui ont disparu, et maintenant on a utilisé cette idée, cette art, cette connaissance de notre passé pour produire une mode artistique qui est moderne. Complètement, on a changé, on est devenu des Canadiennes. Nous ne sommes pas des coloniales, nous sommes des vrais Canadiennes modernes. Le problème ici, c'est que certainement le texte n'appartient pas à Barbeau.
le texte appartient à la Gexan. C'était des histoires qui étaient enregistrées par Barbeau, et puis il a utilisé toutes ces histoires pour construire le texte. Il n'y a presque rien dans le roman qui a été créé par Barbeau. C'est les histoires de la Gexan. Alors, tu as un texte moderniste, tu as un texte qui matériellement, c'est vraiment important, la construction de l'identité canadienne, mais dans le texte, on a des histoires qui appartiennent à des personnes qui ne sont pas des textes appropriés et n'ont pas donné d'argent, paid for this work, right? Ils ne sont pas exactement même utilisés comme des auteurs, sauf pour montrer qu'il a été des personnes qui ont existé avant et qui n'existent pas maintenant. Ok, je montre cette autre texte, cette autre édition. C'est le même texte, mais juste même Barbeau voulait toujours avoir la copie de celui-ci, de A.Y. Jackson, parce qu'il a reconnu que c'était si important à l'histoire de la construction de la texte. Alors tu peux voir cette édition aussi, mais c'est juste une édition de bibliothèque, pas exactement cette vraie édition qui a été construite par A.Y. Jackson et les groupes de 7. D'accord, alors on a un texte, on a Marius Barbeau qui a écrit un texte utilisant les histoires qu'il a enregistrées, utilisant une technologie qui était assez nouveau à la temps, c'était le Edison Phonograph. Alors, il a enregistré toutes les histoires et toutes les chansons sur des wax cylinders, des cylindres de cire, qui sont maintenant accessibles à... C'est le musée canadien d'histoire. C'était le musée de civilisation quand je fais tout mon travail là, mais il a changé le nom. C'est le musée canadien d'histoire, le musée d'histoire canadienne. Il y en a un qui est à Québec, puis l'autre qui est Oui, oui. C'est le musée canadien L'autre est pour à l'histoire. Ottawa, c'est ça? Pour histoire? Ok. Quelque chose comme ça. Ouais. Ça a changé beaucoup, certainement. Oui, juste dans ce nom propre, c'est beaucoup différent. Alors, toutes ces histoires, même les documents écrits sont accessibles à le Musée canadien pour l'histoire en Gatineau, à les archives en Gatineau. Marius Barbeau a collectionné 1000 de documents. C'est incroyable. C'est juste des mètres et des mètres et des mètres de boîtes de documents qui est lié à son travail. C'est incroyable. Et je vais retourner à ça dans une minute, mais tu peux... En fait, je me demandais, est-ce que les gens savaient qu'ils étaient enregistrés et que ça allait donner une œuvre? Ou... Oui, certainement. Mais c'est compliqué parce que dans certains cas, on a même des films qui montrent des personnes qui font des danses qui n'appartiennent pas à la personne proprement. Et tu peux le voir parce que la personne ne sait pas comment faire la danse proprement. Alors, on pense que Barbeau a payé des personnes pour mettre des coutumes et puis juste faire qu'est-ce qu'il voulait. Alors c'est possible que même les histoires sont les mêmes, qu'il y a des histoires qui sont... Il a payé quelqu'un $5 juste pour dire quelque chose dans la phonographe et ils ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient. Parce que c'est vraiment important. Et je vais retourner à ça aussi. La culture de la Gexan, c'est particulière dans la façon dont l'histoire peut être dite. Alors, tu dois être la propre personne à dire l'histoire et ça doit être dans la propre place, à un événement particulier. La phonographe, c'était un peu
intrusion dans la vie de les Gixan. Et les personnes qui ont donné Balbo des histoires étaient souvent en conflit avec des personnes qui voulaient attaquer le phonographe. Alors, c'était un travail délicat. Et Balbo il ne voulait pas qu'il retourne après qu'il a fini son travail, après les 1920. Les Gixan ne sont pas contents avec ce qu'il a fait. Et c'est des raisons valides, certainement, pour qu'est-ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un archive de documents sur les Gixan qui maintenant appartient à l'État. Tous les noms, toutes les histoires, toutes les routes, les places pour chasser, pour pêcher, toute l'information, les maisons, les membres de les maisons, c'est tout dans des documents à un archive dans Ottawa. Et ça c'est politique. C'est un contrôle d'information si politique parce que maintenant, à ce moment, dans l'histoire autochtone, où il y a des procès sur le territoire, le land claims et tout ça, ça donne l'État beaucoup d'informations qu'il peut contrôler, pas juste pour savoir qui est qui dans le procès, mais qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut construire ou reconstruire une identité autochtone en Canada. Alors, il a souvent parlé de le fait qu'il n'était jamais des Autochtones. En lisant qu'est-ce que Balbo a écrit, Balbo a trouvé qu'il n'y a pas de vrais primitifs, alors il n'était jamais des Autochtones, alors il ne devrait jamais recevoir la terre d'où il vient, des choses comme ça. Il mange du pizza, il boit du Coca-Cola. Tu n'es pas un Autochtone, tu es civilisé. C'est vraiment comme ça. C'est qu'est-ce qu'il faisait. Alors, c'est qu'est-ce qu'on appelle, ou c'est qu'est-ce que je appelle une image d'une autochtone archivée. Ou Thomas King s'appelle une Dead Indian. C'est une autochtone qui existe dans l'imagination de Hollywood, une construction d'un Indien qui est violent, qui avait des coutumes très vibrantes, toute cette image de l'Indien de Hollywood. Le vrai Indien, le real Indian que Thomas King parle, n'existe pas dans cette image, mais c'est toujours construit autour de ça. Alors, ça marche dans la même façon avec cette image de l'Archived Indian. C'est que l'État peut contrôler et reformuler l'image de l'Autochtone parce qu'il a l'information, parce qu'il contrôle l'information de ces personnes qui viennent de la côte nord-ouest du Canada. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cette édition, mon but c'était de faire une édition pour avoir accès à ces histoires, parce que c'est très difficile à trouver une copie de ce texte maintenant. J'ai deux versions l'un ici de A.Y. Jackson, ça coûte $250 par édition pour une copie maintenant. Et je voulais vraiment partager cette information avec des autres personnes. Alors j'ai communiqué avec le musée, parce que Balbo travaillait à le musée à le temps, qu'il a écrit le texte, et il a utilisé l'information qu'il a prise de le Gixan. Alors, je savais que c'était publié par Macmillan of Canada, qui n'existe plus en Canada, ça n'existe plus du tout. Mais je voulais juste demander au musée qu'est-ce qu'il pensait de faire une édition de ce texte. Le moment que j'ai demandé, il disait « ça appartient à nous, tu ne peux pas faire ça ». C'est pas vrai. Le texte n'appartient pas du tout à le musée du Canada, d'histoire du Canada, le musée de civilisation à la temps.
Le copyright, le droit d'auteur, c'était Macmillan. Et ça existe encore pour Macmillan, même qu'il n'existe plus. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire que tu ne peux pas publier, mais ça n'appartient pas à le musée. Mais qu'est-ce que tu peux voir dans ce moment, c'est qu'il veut contrôler le texte. Il veut avoir le contrôle autour de l'image de Balbo et de ce texte. Après que j'ai demandé au musée, j'ai demandé au Gixon. En particulier, j'ai demandé à la personne qui est le caractère principal dans le texte. C'est Don Ryan qui existe maintenant. Parce que qu'est-ce qui arrive pour les Gixon, c'est que quand tu es né, tu existes dans une famille qui s'appelle un whelp, c'est une maison. Et après un certain temps, quand la chef se décède, une nouvelle personne arrive et prend sa place. Et tu reçois le nom. Ça peut être un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence du tout. Mais tu prends le nom, tu prends la maison, tu prends les histoires, les chansons, les danses, et tu deviens cette personne. Et tu construis un nouveau... on appelle un ceremony pole. Un totem pole, ce n'est pas le propre nom, un ceremony pole. Pour montrer qu'il y a une nouvelle histoire qui a été construite, une nouvelle histoire qui commence. Et ça vient de ce changement de nom de la nouvelle personne. Alors, le caractère qui est dans ce texte, Camelmook et son nom, il existe encore aujourd'hui. Même si l'histoire de Downfall of Temleham se prend place en 1888, la personne qui est le caractère dans ce texte existe aujourd'hui. Parce que c'est Camelmook, c'est Don Ryan. Il a été le nouveau chef, il a pris ses noms, il a pris les histoires, il a le territoire, ça tout appartient à lui. Mais certainement, l'État ne va pas dire toutes ces histoires appartiennent à vous, ça appartient à la musée. Alors, quand j'ai demandé à Don Ryan, il a dit oui, certainement. Si tu veux faire une publication, c'est d'accord, c'est une nouvelle édition, je suis d'accord avec ça. Alors, j'ai continué pour un certain bout de temps, mais j'ai perdu contact avec Don Ryan. Et quand j'ai commencé à penser ou repenser autour de la question de qu'est-ce que je fais comme une académique non autochtone, utilisant ces histoires qui viennent de la Gixon, j'ai commencé à dire, c'est pas mon place. Je ne peux pas faire ça. C'est pas à moi à republier ces textes. Si je fais ça, je commence à approprier les histoires pour moi-même. Je deviens aussi, comme Balbo, quelqu'un qui commence à enregistrer, utiliser le texte pour dire oui, ils sont absents, ils n'appartiennent pas à ces personnes, alors je peux faire ce que je veux avec les histoires. Alors j'ai décidé de ne pas publier le texte du tout, parce que ça semblait qu'il n'y a pas beaucoup que tu peux faire avec un texte si tu ne veux pas publier les histoires qui sont dans le texte. Alors j'ai quitté pour à peu près un an mon travail sur The Downfall of Temleham jusqu'à Mukurtu est devenu possible. C'est bon. Mukurtu, c'est une plateforme. C'est tout en anglais, mais je pense que pour la plupart, tu peux lire en anglais, je pense. Comme il dit ici, Mukurtu is a Warramunga word. Warramunga vient d'Australie, meaning dilly bag. C'est aussi australien, certainement. Like the dilly bag, Mukurtu is meant to be a safe keeping place for cultural knowledge and a catalyst for ongoing dialogue about sharing, making, and reproducing cultural materials and knowledge. And then il est juste dit un peu sur l'histoire là. The mission, c'est projects aim to empower communities to manage, share, and exchange their digital heritage in culturally relevant and ethically minded ways. Alors, c'est une plateforme
où tu peux avoir une archive pour la plupart. C'est vraiment un système pour faire une archive des images numériques, des textes numériques, où tu peux mettre en place qu'est-ce qu'ils appellent cultural codes and protocols, utilisant traditional knowledge licenses, TK licenses and labels, parce que différentes communautés autochtones à différentes raisons ou différents protocoles ou codes pour dire qui peut regarder cet artefact ou qui peut aller à cette certaine place. Quelquefois, ça peut être le genre de la personne, ou l'âge de la personne, ou le nom de la personne. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est construit dans un environnement numérique, la culture proprement de la communauté. C'est un système éthique où tu peux... c'est pas sévère. C'est sur l'honnêteté. S'utilise le discours autour de oui, j'accepte que je vais partager et je vais faire des choses avec cette information, connaissant que j'ai de responsabilité. Alors, c'est pas vraiment un système sévère pour dire non, tu peux pas utiliser. Si quelqu'un veut te donner accès à l'information comme un chercheur, c'est possible, c'est complètement possible. Il te donne la clé, mais c'est à vous pour aller chercher, demander, est-ce que je peux lire cette texte, est-ce que je peux regarder cette information. Alors, ça ne ferme pas la porte sur l'information, parce que c'est toujours un problème. On veut avoir accès à l'information, on veut faire du recherche, mais à la même fois, ça nous donne une façon de la faire dans un système éthique. Alors pour moi, au lieu d'utiliser comme une archive, pour le commencement, j'ai décidé de faire des différentes versions, différentes éditions de la texte utilisant ce système. Alors, une version aura un texte complètement vide pour tout le monde à regarder. Et l'autre va avoir le texte pour les personnes de la communauté qui peuvent avoir accès à ces textes. Et puis une autre va avoir toutes les histoires complètes pour Don Ryan parce que c'est lui à qui tous les textes, toutes les histoires dans le roman appartiennent. Alors ça donne des différents niveaux sans effacer complètement le texte, pour différentes personnes à demander s'ils peuvent regarder à qu'est-ce qui est dans sa texte. J'ai donné une communication sur ça il y a un an passé à Vancouver. C'était un colloque autour du travail sur la littérature autochtone. Il y avait presque 90 académiques autochtones dans la même salle. C'était incroyable, c'est fantastique. Et un de les personnes qui étaient là était Lisa Quinn, qui travaille à Wilfrid Laurier University Press. Elle a demandé si je veux faire une copie de la texte matériel, sans la texte dans le roman. Alors, à le moment, qu'est-ce que je fais? C'est je construis une version, une édition qui va être publiée sans des mots dans le texte. Oui. Avec que les images? Pardon? Avec que les images? Même, je pense pas que je vais utiliser les images non plus, parce que les images montrent les personnes, l'image des personnes, ça montre le territoire, la cérémonie pose, tout ça. Alors, je pense que même les images vont être effacées. Ça va avoir l'introduction par Marius Barbeau, et puis juste colophone, et il y a un index en arrière, mais tout le reste, qui est les mots qui viennent des Autochtones, ça va être complètement effacé. Ça va être vide. Il va y avoir des pages, mais ça va être vide. Donc, si je comprends bien, tu élimines tout ce qui existe sur les enregistrements et tu ne conserves que ce qui vient de Barbeau lui-même. Parce que Barbeau a quand même écrit certaines portions du texte. C'est certainement. Et il a changé les textes beaucoup aussi qu'il a enregistré. Mais à la même fois, l'histoire qu'il a écrite, c'est l'histoire du Kemmilmook.
c'est l'histoire qui appartient à une personne et c'est à lui. C'est pas, même si Balboa a interprété cette version de l'histoire, c'est encore l'histoire du Camelmook. Comme il lui a soutiré sans son consentement, finalement. Certainement. Et ça, c'est pour moi l'éthique dans l'enseignement de littérature autochtone. Ça vient de cet espace que je veux créer dans ces pages vides. Alors, probablement, la première chose que tu vas penser quand tu vois un texte vide, c'est que tu veux lire qu'est-ce qui était dans la texte. Oui, tu achètes un livre, il n'y a rien dedans, tu veux trouver qu'est-ce qui était là avant. Mais ça, c'est un désir très important. Parce que ça montre que, comme des humains, on veut avoir accès à l'information qui est supposée d'être là. Qu'on veut savoir qu'est-ce qui était ici avant, qu'est-ce qui est dans ce roman. On ne veut pas recevoir un texte sans des mots dedans parce que ça nous inquiète. On veut lire la texte. Alors pour moi, c'est un espace éthique, un espace de désir où on peut discuter, on peut enseigner la littérature autochtone en demandant qui est-ce qu'on devrait demander pour lire ce texte, à qui appartient ce texte. Et certainement la réponse, c'est ça appartient à la Giksan, mais ça ne va pas être, probablement pas dans notre vie, accepté comme la réalité. United Nations travaille fort pour mettre quelque chose ensemble, alors que la connaissance traditionnelle, je sais, c'est pas une traduction très bien. Traditional knowledge, connaissance traditionnelle, TK, c'est capitalisé, c'est vraiment le terme utilisé, traditional knowledge. Ça, à le moment, qu'est-ce que les communautés autochtones et United Nations essaient de faire, c'est de reconnaître que ces connaissances appartiennent les communautés autochtones d'où ils viennent. Et c'est vraiment important parce que c'est le colonialisme qui a pris cette information et qui pense que les communautés qui ont pris, qui pensent que ça appartient à nous, à la civilisation, sans remunérer ces communautés d'où cette information vient. La même chose appartient à la littérature autochtone dans sa façon moderniste. Beaucoup d'auteurs modernistes ont fait la même chose, approprié des histoires ou des images autochtones, fait des représentations de les autochtones, sans penser d'où ces histoires viennent ou à qui ils appartiennent. Alors pour moi, c'est la littérature autochtone certainement parce que c'est des histoires orales. Et c'est un moment dans l'histoire des Autochtones où c'était des personnes comme Balboa qui a pris ces histoires orales, enregistré ces histoires et puis approprié les histoires pour son propre vision de son idée de qu'est-ce que ça veut dire d'être autochtone en Canada dans le 20e siècle. Alors je l'appelle une édition repatriated edition. Beaucoup de musées commencent à retourner des objets d'art à les communautés autochtones, mais comment est-ce que tu peux redonner une histoire orale comme Balboa fait ici? Pour moi, c'est effacer le texte, parce que en effaçant le texte, tu réponds à l'idée que quand les Européens arrivaient ici en Canada, c'était déjà vide. Il n'y avait personne ici. C'est le terme terra nullius. C'est que Canada était complètement vide, il n'y avait personne ici. Et c'était une idée que les Européens avaient, que même s'il y avait des Autochtones ici, ils n'existaient pas. Ce n'étaient pas des personnes. Ils pouvaient être détruits, effacés, et la terre appartient à l'Europe, à les colonials.
Alors, si tu effaces la texte, tu réponds à cette image de l'effacement du Canada parce que tu retournes le texte à les personnes à qui il appartient. Ça, c'est la couverture qui était construite par Thoreau MacDonald. Et ça montre, c'est une carte de la région. Alors, tu peux voir que le texte était vraiment ethnographique. Et si tu regardes pour le texte, j'espère que tu ne vas pas aller lire le texte, mais il y a des copies dans les bibliothèques, certainement. Mais c'est souvent, les bibliothèques ont un problème autour de où il va mettre le texte. Dans certaines bibliothèques, c'est avec les romans canadiens. Dans les autres, c'est avec les textes autochtones. Et puis dans les autres, c'est dans l'ethnographie. Alors, ça passe par des mots. C'est vraiment fluide, ce texte. Alors, la couverture, ça c'est le papier, il y a des lettres entre A.Y. Jackson et Marius Barbeau. Il était si content de trouver ce papier pour la couverture, ces images, et puis dans l'enveloppe antérieure. Et c'est juste un des copies. Alors, il y a des parties de la texte qui sont déjà vides, c'est pas là. Alors je vais laisser ça pour la plupart, peut-être pas les images, je ne sais pas. Ça c'est Langdon Kin, mais tu peux voir que ça montre même les images des Autochtones qu'ils ont. Parce que Langdon Kin était allé là avec Barbeau pour faire ces images. A.Y. Jackson a fait la même chose. Annie Savage, la même chose. Alors, ils étaient tous là à la même temps. L'introduction était écrite par Barbeau. Il n'y a pas beaucoup ici qui était approprié par Barbeau. C'est son histoire, le contenu, les illustrations, page vide, et puis voilà. Le first part, une image par A.Y. Jackson ici, le woodcut, et puis le texte qui était effacé. Alors ça va être comme ça va être publié comme ça pour retourner le texte à la Gixan. Et puis il va y avoir un autre texte qui vient avec l'édition qui discute autour de la raison pourquoi le texte est effacé, comment tu peux parler de ce texte, comment tu peux discuter l'absence de la texte, qu'est-ce qui est important à reconnaître dans l'histoire de Gixan, alors le temps qu'il a été construit, cette histoire, mais aussi aujourd'hui où les Gixan, à le moment, sont en train de combattre contre Enbridge et plusieurs compagnies qui veulent prendre tout leur territoire, les arbres, tout ce qui appartient, sans vraiment répondre à la question de comment est-ce que ça a commencé. Et ça a commencé vraiment avec des personnes comme Barbeau qui ont pris cette information, pris leur identité et dit « tu n'existes pas du tout okay? ». Alors, ça va être un texte qui est vraiment lié à l'enseignement de la littérature autochtone, mais d'une différente façon, parce que c'est aussi le texte moderniste qui nous donne accès à cette vision de l'autochtone en Canada. Alors, c'est aussi autour de la question de comment est-ce que le modernisme a construit cette image de l'autochtone, pourquoi est-ce qu'un texte comme ça est important, comme un texte matériel, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut discuter autour de cette question du traditional knowledge et qui devrait avoir accès à les histoires. Ça c'est mon projet. Je suis vraiment surpris que Wilfrid Laurier Press veut prendre le risque à publier ce texte. Mais je pense que
c'est un moment en particulier important. Jordan Abel, est-ce que tu as lu Jordan Abel's A Place of Scraps? Tu as lu ça? Jordan Abel et Gikson, Nishka, pardon, il vient juste au nom du Gikson. Son famille était étudiée par Marius Barbeau, certainement, mais il a perdu toute son histoire. Parce que sa famille était dans des residential schools, il ne savait pas d'où il venait. Il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire d'être une Nishka, du tout. Alors, il est allé aux bibliothèques en Vancouver, il a trouvé un texte écrit par Marius Barbeau qui s'appelle Totem Poles. Alors, il a pris ce texte pour retrouver son histoire. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui arrive. Quand j'ai fait des recherches dans les archives à Ottawa, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour trouver leurs ancêtres, leurs grands-parents, même leurs parents, parce qu'ils ont disparu dans le système. Alors, Jordan a pris ce texte, Marius Barbeau's Totem Poles, et avant que j'ai commencé à faire mon travail, et puis j'ai été introduit à Jordan, il a effacé le texte. Mais il a utilisé certainement, c'est erased poetry, la poésie effacée. Alors il a pris Barbeau et il a reconstruit son texte pour répondre. Pour moi, c'est un peu différent, parce que je ne suis pas Nishka, je ne suis pas Gikson. Je ne veux pas faire quelque chose de politique qui répond directement, comme une autochtone, à la texte, mais je veux montrer d'une façon comme une académique européenne, settler scholar, qu'est-ce qu'on dit en anglais, je ne sais pas s'il y a un nom en français, mais comme une settler scholar, qu'on peut aussi répondre à Barbeau, à qu'est-ce qu'il a fait dans la même façon, utilisant l'idée d'effacement, sans dire que oui, je parle pour les Gikson, parce que je ne fais pas ça du tout. Je veux juste montrer l'histoire de la modernisme en Canada, de la position blanche, de la position européenne, et aussi essayer d'ouvrir cet espace éthique pour discuter autour de la connaissance traditionnelle. Alors, ça c'est ce que je veux faire. Et certainement, parce que c'est aussi autour de la numérique, à un certain point, après que c'est publié, produire un espace plus grand avec tous les archives. Je ne sais pas si ça peut aller, comment ça va aller, mais certainement la possibilité d'enregistrer, de numériser tous les documents et les retourner complètement à la Gikson, c'est possible. Oui, utilisant un système comme Mukurtu, c'est là. Alors, j'espère que quelque chose comme ça va arriver, mais pour le moment, je concentre sur la texte, sur le roman. Bon, je pense que ça, c'est tout. Merci.